Et je vais donc, pour cette dernière table ronde, demander à Yannick et Ariel de nous rejoindre. Voilà. On a parlé de l'assiette, on est toujours en rumine à table. Alors allez-y, asseyez-vous. Et finalement, on est au Salon de l'Agriculture, même s'il n'y a pas les bovins, mais on a parlé de consommateurs, de l'évolution des goûts, de l'intelligence artificielle. Et il y a une question quand même importante et qu'on va voir ensemble, c'est finalement l'agriculteur. Derrière, on se demande, est-ce qu'il travaille toujours de la même façon? Quelles sont les compétences et quels sont les défis? Est-ce qu'il va devoir se former ou compléter un petit peu ces éléments? Alors, d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Ariel. Bonjour à tous. Donc, je suis Ariel Vidal, enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Purpan en zootechnie des systèmes d'élevage et en économie des filières animales. Yannick. Donc, Yannick Lautrou, enseignant-chercheur en zootechnie depuis 35 ans à Les Indangers, plutôt physiologiste. Merci. Finalement, j'ai déjà tout de suite une première question. On voit les enjeux, l'évolution du métier d'agriculteur, on voit que ça évolue, mais finalement, on ne se pose jamais trop la question de savoir comment eux, ils évoluent, est-ce qu'ils ont le temps, comment ils font. Et finalement, la première question, est-ce que les compétences émergentes, quelles sont les compétences émergentes et les nouvelles compétences attendues chez les agriculteurs? Donc il y a quand même un socle commun qui est vraiment important à acquérir quand on est agriculteur et à maintenir. C'est tout ce qui concerne finalement l'approche globale de son exploitation agricole, avec tous les aspects techniques et économiques qui évoluent dans un contexte et dans un monde qui est en constant changement, avec des enjeux économiques, environnementaux, de bien-être animal, d'adaptation à des normes, etc. Et donc avoir une exploitation qui continue à s'inscrire dans un cadre de performance et à la fois technique et économique, ça permet d'envisager aussi des enjeux qui émergent. Yannick. Oui, et puis il faut se dire qu'un agriculteur, il va travailler pendant entre 35 et 40 ans, et que pendant ces 35 ou 40 ans, le monde va beaucoup changer, et qu'il va être obligé de prendre des décisions stratégiques à certaines étapes clés de l'évolution de son exploitation, et qu'il faudrait qu'il puisse le faire de manière un petit peu indépendante de tous les gens qui le conseillent. Et pour ça, il faut qu'il soit capable de se faire sa propre idée. Et pour ça, il faut qu'il soit capable de décrypter la marche du monde et de voir plusieurs années à l'avance ce qui va se passer, ce qui va avoir des conséquences sur son exploitation et ce qu'il faut qu'il fasse pour en faire évoluer le fonctionnement. Alors, on est agriculteur, on est les mains dans le guidon, on est vraiment dedans. Honnêtement, comment il fait pour prendre le temps de prendre du recul? Parce que j'ai presque l'impression que c'est un expert économiste qui va avoir une vision globale, alors qu'il est parfois un peu isolé. Alors, je ne sais pas si on peut tout de suite répondre à cette question, mais voilà, c'est quand même un enjeu important pour lui et qui n'a pas l'air très simple. Comment on va un peu l'accompagner pour maintenir ses compétences? Déjà, quand on parle de formation d'agriculteurs, il faut considérer que les agriculteurs relèvent d'une diversité de profils. On va avoir des agriculteurs qui sont installés avec un bac, un BPREA, un BTS, un diplôme d'ingénieur, donc avec des compétences qui sont assez différentes et qu'il va falloir accompagner tout au long de leur carrière. Et c'est en ça où la formation continue est un enjeu, et donc il y a différentes manières de pouvoir le faire avec différents dispositifs d'accompagnement comme les écoles d'agro, mais aussi les chambres, le conseil agricole, etc. Avec une articulation possible entre ces gens-là et nous, sachant que les agriculteurs sont membres de groupes de progrès, sont membres de syndicats, sont membres de toutes sortes de structures, qui souvent organisent des stages, des formations. Et évidemment, les gens des écoles d'ingénieurs, ils y vont, donc on y participe. Mais il faut aussi qu'ils lisent. Un éleveur, c'est censé lire le journal, quoi. Et pas que l'écho du berger et l'écho des poulaillers réunis. Il faut lire
Le Monde, peut-être de temps en temps, les Échos, la France agricole, faut tout lire. Hein. Mais dans les écoles d'ingénieurs, je pense aussi que les enseignants doivent aussi lire, je pense, et ils le font déjà, je pense, non? Absolument. Je renvoie la question. Absolument. Absolument. Justement, j'allais peut-être compléter une des forces qu'on peut avoir justement quand on est une école d'ingénieurs sur la formation continue, c'est le lien avec la recherche. C'est-à-dire que nous, en tant que chercheurs, on enseigne et on peut apporter aussi des connaissances. On vit ce monde et on accompagne par la recherche ce monde-là qui est en constant mouvement. Et donc, on a une place toute particulière justement pour venir former des agriculteurs pour décoder ce qui se passe, quoi. D'accord, parce que finalement, on voit l'agriculteur, il y a des organisations. Donc, par rapport à ce que tu disais, Yannick, il y a une pluralité de personnes, d'intervenants qui apportent des éléments de formation, soit très techniques. Et finalement, le positionnement des écoles d'ingénieurs, ce serait peut-être un positionnement plus méta qui les aide à avoir une vision plus globale. C'est un peu ça? Plus global, ou du moins peut-être avec un apport de la recherche plus conséquent, peut-être. D'accord. Mais ça ne l'oppose en rien avec ce que font les gens de terrain et la formation d'autre part. En fait, c'est complètement complémentaire. Hein. Yannick, et tout à l'heure Ariel l'évoquait, c'est-à-dire qu'on parle de formation, de besoins qui prennent du recul sur l'évolution, mais on voit aussi que c'est fortement lié au territoire où il va se situer par rapport à ce qu'il produit et que ça va avoir une influence. Yannick, quand on préparait cette séquence, tu évoquais un exemple très, très concret, c'est-à-dire que un agriculteur qui va produire pour la France ou pour l'Europe ou l'international ne va pas faire le même produit. Donc ça veut dire qu'il va aussi avoir forcément une autre approche s'il veut exporter. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce point spécifique? Par exemple, le poulet du dimanche, tu me parlais, où on n'avait pas les mêmes évolutions. Oui, alors donc la plupart du temps, on constate que quel que soit le pays, la création d'une filière, elle démarre presque toujours localement ou régionalement ou nationalement, mais en tous les cas dans le pays. Et la création d'une filière, c'est pour répondre tout de suite aux besoins d'une population, donc c'est très lié aux habitudes culinaires très historiques de la population. Donc sur le poulet, par exemple, on peut très bien démontrer qu'il y a d'un côté le poulet label qui est typiquement français, produit par les Français, pour les Français, et vendable qu'en France, mais produisible qu'en France. Et que derrière ça, on a aussi après fait évoluer les choses pour faire du poulet international qu'on va complètement désosser et vendre des filets chez McDo et chez McCain, etc. Et donc les deux existent, mais au départ, c'est parti des habitudes du poulet français. Hein. Effectivement, alors on est sur des habitudes culturelles, donc c'est un élément à prendre en compte. Ariel, à Purpan, tu expliquais qu'effectivement, quand on est avec des formations, il y a aussi une posture qui est importante à adopter. Est-ce que tu peux donner l'exemple que vous adoptez pour accompagner les agriculteurs qui ne sont pas forcément dans une position d'apprenant, sachant, mais une posture un peu différente? Oui, tout à fait. Donc en fait, quand on va faire de la formation continue, on va avoir des gens en face de nous qui ont une certaine expérience, un background. Donc pour, on va dire, motiver les personnes, et il faut repartir de ces expériences-là. Et donc j'avais évoqué un projet que j'ai eu la chance d'accompagner pendant 4 ans, qui rejoint beaucoup ce qu'ont dit mes collègues précédemment, qui s'appelle le projet Santinova. Donc l'idée, c'était d'avoir une vision de la santé intégrée en élevage pour s'appuyer sur des pratiques agroécologiques et améliorer la qualité des produits. Et donc pour ça, on a fait des enquêtes en ferme, des analyses de produits en brebis laitières et en brebis viande. Et à la fin, on a restitué les résultats au groupe d'éleveurs avec qui on travaillait. Et puis on a animé une session de formation pour justement qu'ils mobilisent les leviers d'amélioration sur leur exploitation. Et donc ça a permis 3 choses qui sont très importantes. La première chose, c'est un apprentissage des connaissances sur les pratiques qui relèvent de l'agroécologie et sur la qualité des produits. Donc ça, c'est un peu du savoir, on va dire, technique. La deuxième chose, c'est que ça permet l'échange entre pairs. Et ça, c'est une force très très importante et motrice pour motiver les agriculteurs à venir en formation, mais aussi pour profiter de l'expérience des uns et des autres. Et la troisième chose, c'est que ça remet de la convivialité, de la solidarité dans un secteur qui en a crucialement besoin. Et donc ça permet aussi des échanges, de profiter de temps off pour discuter,
sortir de l'isolement et pouvoir avancer, quoi. Donc finalement, les meilleures formations sont peut-être les formations qui ne portent pas le nom de formation. Finalement, c'est lors de séquences d'échanges qu'ils se rendent compte qu'ils sont formés sans le savoir. Enfin, peut-être, en tout cas, ça reste une formation, mais c'est la façon dont elle est envisagée qui est un peu différenciée que quand on forme peut-être des ingénieurs voilà, de façon un peu plus magistrale, hein, bien que moi, c'est des modalités que je peux remettre aussi en question. Et donc, toujours s'appuyer voilà, sur l'expérience des gens, apporter des choses, co-construire avec eux, discuter, et tout ça dans un cadre finalement convivial, ça permet d'avancer, quoi, je pense. D'accord. Alors, en mot de conclusion pour chacun de vous, donc on est sur le thème on rumine à table. On a vu l'importance d'adapter par rapport au goût du consommateur, par rapport à tout ça. Et finalement, en mot de conclusion, j'ai l'impression que notre agriculteur, il faut qu'il prenne un peu de recul par rapport à tous ces éléments. Comment vous pourriez donner un mot de conclusion sur cette table ronde ? Si la musique vous laisse le temps de le faire. Non, mais je ne peux que répéter ce que j'ai dit. Il faut être capable de décrypter en permanence la marche du monde et d'être capable, grâce à cela, d'anticiper ce qu'il va falloir faire pour rester vivant pendant 40 ans au travail. Alors, décrypter le monde, mais pas en prenant que des données à court terme, on est bien d'accord. Hein. Alors, oui, ça c'est l'idée aussi que dans une exploitation agricole, on ne prend pas des décisions de long terme à partir de critères de court terme. Données absolument fondamentales dans le monde agricole. Ariel ? Je rajouterais également qu'en France, on a la chance d'avoir une diversité de modèles agricoles. On a une pluralité d'agriculture et que ça demande des accompagnements spécifiques. On ne fait pas de la production agricole de la même façon en Occitanie, où on a beaucoup de produits de qualité, des zones de montagne, des zones de plaine, etc., que dans d'autres régions agricoles. On a des modèles agricoles aussi qui sont différents, avec des labels qui répondent à des demandes des consommateurs. Et donc ça demande aussi des spécificités. Et donc il faut maintenir aussi la possibilité de s'enrichir de cette pluralité finalement qu'on a dans l'agriculture pour faire de l'innovation. Je vais citer un exemple. Par exemple, l'agriculture biologique reste une niche d'innovation dans laquelle on peut faire du transfert pour l'agriculture conventionnelle, notamment quand on parle de réduction de pesticides. Et donc, un modèle peut permettre à un autre d'enseigner aussi, de tirer des savoirs et d'améliorer les façons de faire, quoi. Voilà. Donc, de ne pas opposer les modèles et travailler avec et former les gens pour qu'ils puissent choisir quel modèle ils souhaitent aussi mettre en place. Et donc pouvoir s'appuyer aussi sur l'expertise scientifique des enseignants-chercheurs en école d'ingénieurs et sur cette robustesse qui reste quand même le fil rouge de formation de toutes nos écoles. Et cette expertise qui est mise aussi au service des agriculteurs et puis des professionnels. Donc voilà. Donc merci à vous pour ce témoignage et puis voilà qu'on peut applaudir.